Bonjour à tous, voici une vidéo de présentation de votre tout premier TP de physique qui va porter sur l'analyse graphique et les erreurs de mesure. Alors deux choses, première chose, vous allez voir que cette première vidéo est très longue, elle va durer à peu près 1 heure. C'est une très longue introduction par rapport au prochain TP enfin aux autres TP d'habitude qui durent une demi-heure ou 45 minutes. Mais cette longueur est nécessaire car on va voir des notions qui sont très importantes et qui vont vous servir dans vos tout prochains TP. Deuxième chose, vous allez voir aussi que ce TP, pardon, que ce TP est assez théorique puisqu'on va voir comment on fait des graphiques et comment on traite des erreurs de mesure. Il y aura des calculs à faire. Il y aura au final très peu de manip, mais comme je vous le disais, c'est nécessaire parce que toutes ces notions qu'on va voir ensemble vont servir pour les prochains TP. Donc ne vous découragez pas par ce premier TP, sachez qu'il est un petit peu plus indigeste que les TP suivants. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette introduction? Première chose, on va voir comment on fait un bon graphique et on va voir une nouvelle notion que vous ne connaissez pas qui est l'échelle logarithmique. Et on va voir à partir de ces échelles logarithmiques comment on peut en déduire des lois expérimentales et comment on peut en déduire les paramètres de ces lois. Deuxième partie, ça va être une longue partie aussi sur le calcul d'erreur, donc comment doit-on considérer une erreur de mesure, comment peut-on la calculer dans le cas de mesure directe et dans le cas de mesure indirecte. Et c'est dans cette partie qu'on va voir que les dérivées partielles sont nécessaires et sont utiles pour calculer ces erreurs. Et puis troisième toute petite partie, je vous l'ai dit, les manipulations seront très peu nombreuses, où je vous présenterai quelles sont les différentes manipulations que vous allez faire pour ce TP. Alors premièrement, analyse graphique. Alors les graphiques, vous les connaissez bien depuis le secondaire, vous en avez déjà fait en principe beaucoup. Vous savez qu'un graphique permet de visualiser vos résultats, et cette visualisation vous permet d'acquérir une vue d'ensemble de vos résultats, notamment des lois qui se dégagent de vos résultats. Et donc, le graphique est un moyen important de communication de résultats scientifiques, puisqu'il vous permet, en un clin d'œil, de montrer vos résultats à d'autres pour qu'ils puissent voir en quoi ces résultats sont intéressants. Qu'est-ce qu'un bon graphique? Alors, c'est une slide qui est importante parce qu'ici, on va vous présenter les différents critères auxquels un bon graphique doit obéir. Et donc, à chaque fois qu'on corrigera un graphique en TP, s'il manque un de ces critères, eh bien, ce sera à chaque fois un demi-point en moins. Donc faites attention, essayez de bien assimiler déjà les différents points ici que je vais vous présenter afin de ne pas perdre de points sur vos graphiques. Alors, première chose qu'un graphique doit comporter, c'est deux axes de référence. Ceux-ci sont souvent perpendiculaires et ils doivent être annotés, c'est-à-dire que sur ces axes, on doit toujours retrouver le nom de la variable, le symbole et l'unité. Donc toujours trois choses sur cet axe. Exemple, temps, t, seconde. Deuxième chose importante, il faut un titre à votre graphique. Alors il faut un bon titre, entre guillemets. Qu'est-ce qu'un bon titre? C'est un titre qui va fournir plus d'informations que ce que contient vos axes. Exemple, si j'ai par exemple en vertical une donnée y et en horizontal une donnée x, eh bien un mauvais titre c'est quoi? C'est y en fonction de x. Pourquoi c'est un mauvais titre? Parce que y en fonction de x ne vous donne pas plus d'informations que ce que contiennent déjà vos axes. Et donc, pour qu'un titre soit bon, il faut qu'il y ait une information supplémentaire au moins par rapport au titre de vos axes. Troisième chose importante, c'est l'échelle de votre graphique. Il faut que vous choisissiez une échelle de telle manière à ce que le graphique prenne le plus de place possible sur votre feuille. Concrètement, à chaque fois, ce que nous vous demandons, c'est que l'échelle choisie doit être telle que le graphique prenne plus de la moitié de votre feuille. Et donc pour ça, vous devez adapter l'échelle des graduations. Et chose que vous pouvez aussi faire, c'est faire en sorte que votre échelle ne commence pas à 0. Donc ça, c'est une chose importante. Votre échelle n'est pas obligée de commencer à 0, ce qui vous permet souvent d'adapter l'échelle pour que votre graphique prenne un maximum de place. Quatrième critère important, il faut des repères, des graduations sur les axes. Alors attention, il ne faut pas en mettre 1 million de graduations. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour que votre graphique soit lisible. Cinquième critère, il faut que les points expérimentaux aussi soient visibles. Alors traditionnellement, les points expérimentaux, eh bien, on les dessine avec justement des points.
Si ces points ne sont pas assez lisibles, n'hésitez pas à utiliser une croix pour repérer ces points expérimentaux. Dernier point important, il faut que lorsque vos mesures sont entachées d'une erreur, associez à vos points expérimentaux ce qu'on appelle une barre d'erreur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous ayez une mesure, x plus ou moins epsilon, donc x c'est votre mesure et epsilon est votre erreur. Eh bien, il faut sur votre graphique qu'on puisse voir repérer le x et qu'on puisse repérer le epsilon aussi. Donc, comment on dessine ça? X, c'est votre mesure, donc c'est votre point expérimental. Epsilon, c'est ce qu'on appelle la barre d'erreur. Donc, si vous avez une erreur de plus ou moins epsilon, il faudra tracer une barre plus epsilon comme ceci et une barre moins epsilon comme ceci. Et vous obtenez ainsi votre barre d'erreur à ce. Et donc voilà à quoi ressemble un bon graphique. Un bon graphique, c'est des points qui sont bien visibles. Il y a des barres d'erreur associées à ces points s'il y a une erreur de mesure associée à ces points. Il faut qu'il y ait deux axes de référence. À chaque fois sur ces axes de référence, le nom de la variable, le symbole et l'unité correspondant. Il faut un titre sur votre graphique. Il faut qu'il soit entre guillemets bon aussi. Et avec tout ça, on a déjà pas mal, on a vraiment ici un bon graphique avec une échelle qui a été aussi adaptée pour que le graphique prenne le plus de place possible. Alors comme je vous l'ai dit, les graphiques vous permettent de visualiser vos données, d'avoir une vue d'ensemble de vos données. En fait, un graphique vous permet d'aller un peu plus loin même. Il vous permet de savoir quelle est la loi potentielle que vont suivre vos données. Et on va voir que dans le cadre des TP de physique, nos données vont souvent suivre trois types de lois. La loi linéaire, c'est-à-dire une loi de type y est égal à mx plus p. Une loi de puissance, c'est-à-dire une loi de type y est égal à une constante fois x exposant n. Ou une loi exponentielle de type y est égal à une constante fois e exposant b fois x. Alors, l'avantage de la loi linéaire, c'est que on la visualise très très facilement. Si vous avez des points qui se mettent sur une droite, vous savez automatiquement que ces points vont suivre une loi de type linéaire. Pour ce qui est de la loi de puissance et la loi exponentielle, c'est un peu plus compliqué. Si je vous donne une courbe comme ceci, vous ne pouvez pas me dire automatiquement que ça va être la loi exponentielle. Ça peut être une loi de type 1 sur x. Et donc, pour très très facilement repérer ces lois de puissance et ces lois exponentielles, on va utiliser deux autres types de graphiques que vous connaissez probablement pas et qu'on va voir dans les slides suivantes. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on va faire? Selon la loi, on utilisera en fait un graphique différent. Si on veut utiliser si on veut repérer une loi linéaire, on va utiliser une échelle qui sera linéaire. Si on veut repérer une loi de puissance, on va utiliser une échelle log-log, donc ce qu'on appelle un graphique log-log. Et si on veut repérer une exponentielle, on va utiliser une échelle semi-log. Et on va voir pourquoi ces deux échelles-là, enfin ces trois échelles-là sont. Alors, avant de vous introduire ce que c'est qu'une échelle semi-log et une échelle log-log, je suis obligé de vous introduire ce que c'est qu'une échelle logarithmique. Et donc, avant de comprendre ce que c'est qu'une échelle logarithmique, on va se rappeler ce que c'est qu'une échelle linéaire. L'échelle linéaire, vous êtes assez habitué à ce que c'est. En principe, une échelle linéaire, c'est des graduations qui sont réparties de manière uniforme sur votre axe. Donc ça, en principe, vous connaissez bien. Et donc, une échelle linéaire est définie comme une échelle où l'écart entre deux graduations est proportionnel à la valeur qui est représentée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'écart entre 1 et 2 va être le même que l'écart entre 2 et 3, qui va être le même que l'écart entre 3 et 4, etc., etc. L'échelle logarithmique, que vous connaissez probablement pas ou moins bien, c'est quoi? C'est une échelle, alors je lis la phrase, c'est une échelle sur laquelle la distance entre deux graduations est proportionnelle à l'écart entre les logarithmes des valeurs représentées. Alors, que veut dire ce charabia? Concrètement, il veut dire ceci. Il veut dire que l'écart entre la valeur 1 et la valeur 2 dans cette échelle va être proportionnel au logarithme de 2. C'est-à-dire que la distance entre ces deux graduations va être proportionnelle au logarithme de 2. L'écart entre 1 et 3
va être proportionnel au logarithme de 3, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, l'écart entre 1 et 4 va être proportionnel au logarithme de 4, etc., etc. C'est simplement ça, une échelle logarithmique. Vous voyez que sur une échelle logarithmique, du coup, l'écart entre les graduations n'est plus la même. Vous avez des graduations qui sont mises de manière non uniforme, non homogène sur votre axe. Comment lit-on une échelle logarithmique? Alors, pour vous donner un exemple, on va utiliser ici ce qu'on appelle une échelle, enfin un graphique semi-logarithmique. Alors, pourquoi c'est un graphique semi-logarithmique? Eh bien, parce qu'il y a en ordonnée une échelle qui est logarithmique. Vous pouvez voir que cette échelle est effectivement logarithmique puisque les différentes graduations qui interviennent ici ne sont pas mises de manière homogène sur l'axe. Et puis, de l'autre côté, c'est semi-logarithmique parce que de l'autre côté, ici, vous avez une échelle qui est linéaire. Vous voyez que les graduations sont bien mises de manière uniforme sur l'axe. Alors, comment lit-on cette échelle logarithmique? La chose qu'il faut savoir, c'est qu'une échelle logarithmique ne permet de représenter que des nombres strictement positifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si vous voulez représenter une échelle, une valeur pardon, qui est négative sur votre graphique, eh bien, vous oubliez l'échelle logarithmique. Vous ne pouvez voir que des nombres positifs sur l'échelle logarithmique. Deuxième chose que ça veut dire aussi, il y a le mot strictement, donc ça veut dire que le zéro ne peut pas non plus être représenté sur une échelle logarithmique. Donc si vous voulez absolument mettre 0 sur votre graphique, eh bien là, à nouveau, vous oubliez l'échelle logarithmique. Alors, l'échelle logarithmique est constituée d'un motif qui se répète. Alors, à chaque fois, vous voyez qu'on a un motif ici qui se répète, et sur ce motif, j'ai à chaque fois mis une ligne en rouge et des lignes en vert. Donc, sur une échelle logarithmique, il y a des lignes rouges qui sont repérées sur des graphiques normaux via des valeurs. Donc ici, vous avez la valeur 1, 10, 100, 1000, 10 000. Et puis, entre ces lignes rouges, vous avez des graphiques, des lignes vertes, pardon, qui sont les lignes intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que les lignes rouges représentent toujours un multiple de 10. Donc, vous voyez, ici, on a 1, 10, 100, 1000, 10 000, c'est effectivement des multiples de 10. Un multiple de 10, une puissance de 10, ça peut être aussi 0,1, 0,01, ça peut être 1 millième, 1 10 millième, etc., etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que entre chaque ligne rouge, vous avez toujours un facteur 10. C'est-à-dire que pour passer de la ligne rouge à la suivante, il faut faire x 10. Donc entre 1 et 10, on a bien un facteur 10. Entre 10 et 100, on a bien un facteur 10, etc., etc. Alors notez que sur une échelle logarithmique, vous n'êtes pas obligé de commencer à 1. Vous auriez pu, évidemment, et ça, on vous donne le droit de le faire sur les échelles logarithmiques, on vous donne le droit de le faire. On vous donne le droit de faire quoi? De commencer, par exemple, ici par 100. Puis du coup, si vous avez 100 ici, vous auriez 1000, 10 000, 100 000, etc., etc. Donc, première chose, lignes rouges qui sont espacées à chaque fois d'un facteur 10. Alors, entre les lignes rouges, on a des lignes vertes. Les lignes vertes sont toujours des multiples de la ligne rouge précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première ligne verte qui est ici, c'est 2 fois la ligne rouge d'avant, c'est-à-dire 1. Et donc, 2 fois 1, ça fait 2. La ligne suivante, du coup, c'est 3 fois 1, ça fait 3. La ligne suivante, c'est 4 fois 1, donc ça fait 4, etc., etc. Donc vous allez ici avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 ici. Attention, lorsque je prends la ligne verte qui est ici, la ligne verte, c'est un multiple de la ligne précédente. C'est-à-dire que vous allez ici avoir 2 fois 10. 2 fois 10, ça fait 20. Donc ici, je vais avoir 20. Ici, je vais avoir 3 fois 10, ça fait 30. Ici, je vais avoir 4 fois 10, ça fait 40, etc., etc. Alors, si vous avez bien compris l'idée, vous comprenez bien que ici, quel nombre je vais avoir? Je vais avoir 2 fois la ligne rouge précédente. La ligne rouge précédente, elle vaut 100. Donc 2 fois 100, ça fait 200. Ici, ça va être 300, 400, 500, etc., etc. Et j'espère que vous l'avez bien compris. Ici, la ligne rouge vaut 1000. Donc la ligne verte qui sera ici va valoir 2000. Puis celle-là, 3000, etc., etc. Alors vous allez voir que sur les échelles logarithmiques, il y a encore parfois des lignes intermédiaires
entre les lignes vertes. Et donc, pour bien comprendre ces lignes vertes-là, c'est plus facile qu'on vous montre directement par table comment on interprète ces différentes lignes. Et donc, lorsque vous arriverez à l'échelle semi-logarithmique en TP, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous réexplique bien comment on lit une échelle logarithmique. Et qu'on vous précise quelles sont ces lignes encore intermédiaires qui sont entre les lignes vertes. Vous allez me dire, mais pourquoi on vous embête avec une échelle logarithmique? On vous embête avec une échelle logarithmique parce que cette échelle vous permet de repérer facilement ce qu'on appelle les lois de puissance et les lois exponentielles. En effet, pour les lois de puissance, on va utiliser des graphiques log-log. C'est quoi un graphique log-log? C'est un graphique dont l'échelle en ordonnée est logarithmique et dont l'abscisse va être aussi en échelle logarithmique. C'est pour ça qu'on appelle ça log-log. Et pour les lois exponentielles, on va utiliser ce qu'on appelle des graphiques semi-log. C'est ce qu'on vient de voir juste tout à l'heure. Un graphique semi-log, pour rappel, c'est un graphique où l'ordonnée est en échelle logarithmique et où l'abscisse est en échelle linéaire. Alors pourquoi ces deux graphiques-là, log-log et semi-log, sont intéressantes? Parce qu'elles vous permettent de facilement repérer les lois de puissance et les lois exponentielles. Je m'explique. Imaginons que je prenne des données et que ces données, je les mette sur un graphique log-log et que, oups, je me rends compte que ces données suivent une droite. Eh bien, si j'obtiens une droite sur un graphique log-log, je sais automatiquement que mes données vont suivre une loi de puissance. Autrement dit, mon graphique log-log me permet de repérer très facilement une loi de puissance parce que dès que je vois une droite, et une droite c'est facile à repérer, eh bien je sais que cette droite va suivre une loi de type y est égal à bêta fois x exposant n. Même chose pour le graphe semi-log, si je repère une droite, si je trace une droite sur une échelle semi-log, ou si mes points, si mes données se répartissent bien sur une droite, eh bien, automatiquement, je sais que ces données vont suivre une loi de type exponentielle. Autrement dit, un graphique semi-logarithmique me permet très facilement de repérer la loi exponentielle parce que dès que je vois une droite, je sais. En plus de pouvoir repérer ces différentes lois, ces différents graphiques vont me permettre aussi de calculer ce qu'on appelle les paramètres de ces lois. C'est quoi des paramètres? Des paramètres, vous connaissez ça bien pour la loi linéaire. Vous savez qu'une loi linéaire, c'est une loi de type y est égal à mx plus p. Et m, ça a une certaine valeur. P, ça a une certaine valeur en fonction de la droite que j'utilise. Et donc, m et p sont ce qu'on appelle les paramètres. On va voir que grâce à ces graphiques et grâce à une petite calculatrice, on va pouvoir facilement calculer les paramètres de la loi linéaire, m et p, ainsi que les paramètres de la loi exponentielle, donc le fameux A et le fameux B qui est ici, et les lois en puissance, donc le bêta et le n qui est ici. Et on va voir dans ces trois cas comment on calcule. Alors avant de calculer ces paramètres, il faut tracer ce qu'on appelle la droite de régression, c'est-à-dire entre guillemets la meilleure droite possible. Donc on va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Imaginons que j'étudie l'élongation d'un ressort, et donc, ou n'importe quelle autre expérience. J'obtiens des données et je décide de tracer ces données sur un papier, un graphique linéaire. Et donc, j'obtiens ces datas, donc j'obtiens ces points expérimentaux-ci, et ces points expérimentaux ont l'air de se mettre sur une droite. Et donc, je décide de tracer une droite qui va suivre ces points-là. La question, c'est quelle est la meilleure droite par rapport à ces points? Quelle est la droite optimale que je dois tracer? Alors, d'habitude, et de manière très rigoureuse, cette droite doit être calculée en fonction de ce qu'on appelle des lois statistiques. Et donc, en physique, on va pas se prendre la tête à faire ça, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, on va être pragmatique. Donc, en physique, quelle va être la meilleure droite? La meilleure droite, c'est quoi? Ça va être la droite qui passe au plus près des points expérimentaux. Deuxième critère, ça va être la droite qui passe dans toutes les barres d'erreur ou au moins au maximum dans toutes les barres d'erreur. Donc souvent en physique, on va vous demander de tracer la meilleure droite possible. Pour tracer la meilleure droite possible, on suit ces deux critères. On passe au plus près de l'ensemble des points expérimentaux et on passe dans toutes les barres d'erreur.
Petite remarque pour les graphiques linéaires, vous verrez que sur les graphiques linéaires, il y a déjà des chiffres qui sont mis sur les différentes graduations des graphiques linéaires. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces chiffres, donc vous pouvez les barrer et noter les chiffres qui vous arrangent pour que vous ayez la meilleure échelle. Alors, une fois qu'on a tracé la meilleure droite possible, on peut enfin calculer les paramètres de la loi, c'est-à-dire le paramètre M et le paramètre P. Alors en principe, le paramètre M et le paramètre P, vous les connaissez bien. Le paramètre M, c'est ce qu'on appelle la pente de la droite, et le paramètre P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. Comment calcule-t-on une pente? Souvent on me répond delta Y ou delta X, et ces gens-là ont raison. Donc de manière plus pratique, comment calcule-t-on une pente et comment calcule-t-on l'ordonnée à l'origine? On prend deux points qui sont sur la droite, vous prenez les abscisses et les ordonnées de ces points, donc premier point x1, y1, deuxième point x2, y2, et vous savez que la pente est calculée via cette formule que vous connaissez bien, delta y sur delta x, ou autrement dit, l'ordonnée du deuxième point, par exemple, moins l'ordonnée du premier point, divisé par l'abscisse du deuxième point, moins l'abscisse du premier point. Alors j'insiste, les points que vous utilisez doivent être des points qui sont sur la droite que vous avez tracée. Ce ne sont donc pas forcément les points expérimentaux. Ou autrement dit, pour être plus clair, si vous avez des points expérimentaux qui ne sont pas sur la droite, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser ces points expérimentaux pour calculer la pente. Il faut absolument que ce soit des points qui sont sur la droite, puisque vous êtes en train de calculer la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite. Alors, une fois que vous avez calculé la pente, qu'est-ce que vous faites pour calculer P? Eh bien, vous reprenez la formule qui est ici, vous remplacez M par la pente que vous avez obtenue, et vous prenez les coordonnées de votre point préféré, le premier point par exemple, vous remplacez X par son abscisse, c'est-à-dire X1, Y par son ordonnée, c'est-à-dire Y1, vous isolez P, et vous obtenez ainsi la valeur de P. Vous n'êtes pas obligé de prendre le premier point si ce n'est pas votre point favori. Si votre point favori, c'est votre deuxième point, vous pouvez utiliser les ordonnées et abscisses du deuxième point. En principe, si vous faites bien le calcul et si vous avez bien repéré vos points, vous devriez obtenir le même P. Okay, donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien finalement. Calculer la pente et l'ordonnée à l'origine d'une droite, vous savez faire ça depuis déjà quelques années. Alors, si vous avez bien compris ce qu'on a fait avec la droite, et ce que vous faites depuis quelques années dans le secondaire, vous allez assez facilement comprendre comment on va faire ça pour des graphiques semi-log et des graphiques log-log. Alors, on va commencer avec le graphique semi-log. Pour rappel, je vous rappelle que si on a une droite sur un semi-log, eh bien, la loi associée à la droite sera une loi de type exponentielle, c'est-à-dire une loi de type y est égal à a fois e exposant bx, où a est un paramètre et où B est aussi un paramètre. Alors, un exemple typique de papier semi-log et de cas où on a des données qui suivent une exponentielle et qui est bien d'actualité, c'est le cas d'une épidémie. Donc ici, vraiment, pour reprendre un bon exemple que on connaît tous bien actuellement, vous avez ici la courbe des contaminations au Covid-19 en Belgique, durant, je pense, le mois de mai ou de juillet. Et donc, vous voyez qu'on a tracé les contaminations en fonction du temps qui s'est écoulé. Et vous voyez que ces points suivent plus ou moins bien une droite sur notre papier semi-log. On a effectivement ici une échelle semi-log, puisqu'ici, vous avez une échelle qui est logarithmique et ici une échelle qui est linéaire. Et donc, forcément, ces points suivent une loi de type y est égal à a fois e exposant bx, avec un b qui est positif ici, puisque la loi est en train de monter, et puis vous avez une droite qui est en train de monter, et un nombre de contaminations qui est en train d'exploser ici. Et donc, comment à partir de ce graphique, je peux connaître la valeur de a et connaître la valeur de b? Pour info, B est relié au fameux R0 qu'on connaît bien, c'est-à-dire le taux de contamination. Et finalement, c'est comme ça que font les différents statisticiens ou les épidémiologistes, c'est qu'ils tracent finalement cette fameuse droite et ils essayent, à partir de cette fameuse droite, de trouver le B et de trouver du coup le R0. Comment trouve-t-on les paramètres A et B? Eh bien, première chose qu'il faut faire, un peu comme pour le graphique linéaire, il faut tracer la meilleure droite possible.
c'est-à-dire la droite qui passe au plus près de l'ensemble des points expérimentaux. Ici, on n'a pas de barre d'erreur, donc on essaye de passer au plus près des points expérimentaux. Possible, eh bien, on peut calculer les paramètres de la loi A et B. Et on va voir que B joue le rôle en fait de la pente et que A joue le rôle de l'ordonnée à l'origine de notre graphe semi-logarithmique. Alors, comment on fait pour trouver B et comment on fait pour trouver A? De manière assez analogue à la droite linéaire que vous connaissez bien, on va prendre deux points qui sont sur la droite. Deux points qui sont, j'ai oublié de le dire pour la droite linéaire, qui sont éloignés de la droite. Donc, prenez pas deux points qui sont l'un à côté de l'autre parce que sinon vous aurez des valeurs qui sont peu précises. Donc, essayez de prendre qui sont deux points éloignés. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose sur laquelle j'insiste beaucoup et que j'ai déjà insisté tout à l'heure, c'est qu'il faut que ces deux points soient sur la droite que vous avez tracée. Donc, pas forcément des points expérimentaux, mais des points qui sont sur la droite. Alors, une fois que vous avez choisi ces deux points-là, ben, vous prenez leur abscisse et leur ordonnée. Vous obtenez du coup le point 1 qui a pour abscisse x1 et pour ordonnée y1, et le point 2 qui a pour abscisse x2 et ordonnée y2. Et ben, vous calculez d'abord b. Alors, comment on calcule b? Eh bien, on utilise cette formule qui ressemble beaucoup à delta de y sur delta x, sauf qu'au-dessus, vous n'avez pas delta y, vous avez delta de ln y. Et donc pour b, ben, on va faire ln de l'ordonnée du deuxième point, mais moins ln de l'ordonnée du premier point sur l'abscisse du deuxième point, moins l'abscisse du premier point. B, du coup, vous voyez, joue le rôle d'une pente. Ça ressemble fort à la formule de la pente pour la loi exponentielle. Une fois que vous avez cette fameuse pente, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on fait comme pour le graphique linéaire, c'est-à-dire que pour trouver A qui joue le rôle de l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous remplacez B par la valeur que vous venez d'obtenir, Y vous le remplacez par exemple, l'ordonnée du premier point, X par l'abscisse du premier point. Si c'est votre deuxième point, votre point préféré, eh bien vous prenez l'ordonnée du second point et l'abscisse de second point. Et une fois que vous avez ça, vous isolez A. Et en isolant A, ben, vous allez obtenir ces deux formules. Première formule pour le premier point, deuxième formule pour le second point. Et ces formules vont vous donner directement la valeur de A. Et donc, vous voyez que A joue en quelque sorte aussi une certaine ordonnée à l'origine sur un graphique semi-logarithmique. Bon, une fois qu'on a compris ça pour le semi-log, on transpose ça facilement sur le graphique log-log. Pour rappel, un graphique log-log, si vous avez une droite sur un graphique log-log, alors vos points vont suivre une loi de type y est égale à une constante bêta fois x exposant n. Et donc les deux paramètres de la loi, c'est bêta et n. On va voir que n joue le rôle de la pente et que bêta joue le rôle de l'ordonnée à l'origine. Comment on fait? Ben, à nouveau, on trace d'abord les points sur notre graphique, log-log, hein, puisque ici on a une échelle logarithmique, ici on a aussi une échelle logarithmique. Et si ces points ben, suivent une droite, on trace la meilleure droite possible. Et une fois qu'on a tracé la meilleure droite possible, eh bien on peut appliquer les calculs. Donc, pour appliquer les calculs, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux points qui sont bien éloignés et qui sont bien sur la droite. On prend leur abscisse et leur ordonnée. Donc, j'ai le point 1, x1, y1 et le point 2, x2, y2. Et vous l'aurez compris, si maintenant je veux calculer n et bêta, si n va jouer le rôle d'une certaine pente, et donc pour calculer n, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais devoir appliquer cette formule, log de y2 moins log de y1 sur log de x2 moins log de x1. Donc vous voyez que cette formule ressemble fort à une formule de pente. On a un delta, cette fois-ci, de log y sur un delta de log x. Et donc, une fois qu'on a la valeur de n, eh bien, on peut trouver la valeur de bêta. Et donc, pour ça, il suffit de faire quoi? Ben, il suffit de remplacer n par la valeur qu'on vient d'obtenir, puis vous prenez votre point préféré, par exemple le premier point, on remplace x par l'abscisse du premier point, y par l'ordonnée du premier point, et on isole bêta. Et en isolant bêta, on obtient cette formule-ci, et on obtient ainsi la valeur de bêta. Si votre deuxième point, c'est votre point préféré, ben vous utilisez le deuxième point, et vous appliquez du coup cette formule, et vous devrez obtenir la même valeur de bêta que pour le premier point. Alors vous pourriez vous demander, mais d'où viennent ces formules?
n bêta, de même que pour le semi-log d'où viennent ces formules, eh bien ces formules peuvent être démontrées mathématiquement. Et donc si cette démonstration vous intéresse, n'hésitez pas à lire l'introduction du syllabus sur les graphiques et sur les erreurs. Vous verrez que dans cette introduction, on démontre comment on obtient ces formules, elles ne viennent pas de nulle part. En résumé, du coup, on a vu que quand on a une droite sur trois types de graphiques, linéaire, semi-log, log-log, eh bien ces droites suivent trois types de lois. Sur une échelle linéaire, c'est la loi qu'on connaît bien, y est égal à mx plus p. Sur une loi, si on obtient une droite sur un semi-log, on obtient une loi, ce qu'on appelle une loi exponentielle, c'est-à-dire y est égal à a fois e exposant bx. Et si on a une droite sur une échelle log-log, on va avoir une loi de puissance, c'est-à-dire une loi de type y est égal à bêta fois x exposant n. Et on a vu que pour chacune de ces lois, eh bien, on va avoir des formules qui nous permettent de calculer les paramètres de ces lois. Et à chaque fois, ça fait intervenir une pente et une ordonnée à l'origine. Donc s'il fallait retenir quelque chose sur l'analyse graphique, c'est ce tableau que vous devez, pour les prochains TP, connaître sur le bout des doigts. J'espère que vos cerveaux ne bouillonnent pas encore de trop, puisque ici on va aborder la seconde partie, grosse partie de l'introduction, et une grosse partie théorique qui est le calcul d'erreur et qui va beaucoup vous hanter dans les prochains TP. Première chose qu'on va essayer de faire ici, c'est essayer de comprendre ce qu'est une erreur. Quand on mesure quelque chose, quand on mesure une grandeur, cette mesure n'est jamais parfaitement précise. Vous n'avez jamais une précision absolue sur la mesure. On va le comprendre à travers plusieurs exemples. Si je mesure la taille d'un enfant à la visite médicale avec un mètre qui est gradué au centimètre, eh bien je vais être sûr de la taille d'un enfant qu'à 1 centimètre près. Si je mesure la distance, par exemple, entre deux villes, je n'ai pas besoin d'être aussi précis et ma mesure va probablement se faire au kilomètre près. Si je mesure la distance entre deux atomes dans un solide, eh bien on sait que deux atomes c'est très petit, donc la distance entre deux atomes ce sera très petit. Eh bien, ma précision sera du coup très petite aussi. Elle sera par exemple de l'ordre de 10 exposant moins 12 mètres. Et donc à travers ces exemples, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on fait une mesure, il est toujours important de savoir quelle est la précision de la mesure. Et donc tout ce chapitre va être consacré à cette précision, à ce qu'on appelle l'intervalle d'erreur. L'intervalle d'erreur, c'est quoi? C'est l'intervalle dans lequel on est certain de trouver le résultat exact, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel on est sûr que la véritable valeur de la mesure, que la véritable valeur de ce qu'on mesure plutôt, est inclus dans cet intervalle. Et vous pouvez déjà voir à travers ces trois exemples que l'erreur sur la mesure dépend de beaucoup de choses. Elle va dépendre de l'appareil qui est utilisé, de la précision de l'appareil, et qu'elle va être acceptable ou pas en fonction du contexte de la mesure. Je m'explique. Si vous mesurez la taille d'un enfant à 1 mm ou 1 cm près, eh bien, on va dire que l'erreur est acceptable et que votre mesure est bonne. Si par contre, vous mesurez la taille d'un enfant à 1 km près, c'est-à-dire que vous êtes sûr de la mesure de l'enfant qu'à 1 km près, eh bien là, on va vous dire que la mesure de la taille de l'enfant n'est pas bonne du tout. Et donc, il est important aussi de toujours mettre l'intervalle d'erreur qu'on a calculé dans son contexte et de voir si dans ce contexte-là, cette erreur est acceptable ou pas. Comment définit-on donc l'intervalle d'erreur? L'intervalle d'erreur, c'est l'intervalle dans lequel on est certain de trouver le résultat exact. Si je mesure avec une latte graduée au centimètre cet objet bleu, eh bien, qu'est-ce que je mesure? Je mesure 3 cm. Et l'intervalle d'erreur, c'est quoi? L'intervalle d'erreur, l'erreur est de 1 cm, et l'intervalle est compris du coup entre 3 moins 1, c'est-à-dire 2, et 3 plus 1, c'est-à-dire 4 cm. Autrement dit, je suis sûr et certain que la véritable taille de cet objet en bleu est compris entre 2 et 4 cm. C'est vraiment ça l'intérêt de l'intervalle d'erreur, c'est d'être certain que la véritable valeur de la mesure est comprise dans cet intervalle-là. Alors on va voir aussi que cet intervalle d'erreur permet de comparer deux résultats. Si je mesure de deux manières différentes
se mettre bleu et que j'obtiens deux résultats différents, comment puis-je déterminer que ces deux résultats sont égaux ou que ces deux résultats... Eh bien, pour déterminer ça, on va utiliser un exemple. On peut mesurer, par exemple, la longueur d'un cube par deux techniques différentes. On va le faire durant le TP. Et ces deux techniques vont être entachées d'une erreur. Donc, par exemple, je peux mesurer la longueur du cube avec une première technique qui va me donner 10,190 plus ou moins 0,10 cm, et une deuxième technique qui va me donner 10,174 plus ou moins 0,020 cm. Alors, idéalement, ces deux mesures devraient être les mêmes, puisque je mesure la même longueur de cube. Mais ces deux mesures vont être différentes. Pourquoi? Ben parce que j'utilise deux techniques différentes qui sont en plus de cela entachées par deux erreurs différentes, 0,10, 0,20. Dans ce cas-ci, comment puis-je déterminer si ces deux mesures peuvent être les mêmes, c'est-à-dire sont compatibles? Eh bien, pour déterminer si ces deux valeurs sont compatibles, je dois déterminer si les intervalles correspondants partagent des valeurs qui sont communes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, pour le voir concrètement, on va dessiner ces deux intervalles. Donc pour la première mesure, j'ai 10,19 ici, 10,19 avec une erreur qui est de 0,01. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sûr et certain que la longueur de mon cube est comprise entre 0,019 plus 0,01, c'est-à-dire 10,20, et 10,19 moins 0,01, c'est-à-dire 10,18. Autrement dit, je suis sûr à 100% que ma mesure est comprise dans l'intervalle qui est tracé en rouge ici. Pour la deuxième mesure, j'obtiens 10,174, donc 10,17 ici, plus ou moins 0,02. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sûr et certain que ma mesure est comprise entre 10,17 plus 0,02, c'est-à-dire 10,19, et 10,17 moins 0,02, c'est-à-dire 10,15. Donc je suis sûr et certain que la véritable longueur du cube est comprise entre 10,19 et 10,15. On dit que les deux mesures, celle en rouge et celle en vert, sont compatibles si elles partagent des points qui sont communs. Donc vous voyez qu'ici, que les deux intervalles se chevauchent, et comme ces deux intervalles se chevauchent ici, eh bien on peut dire que ces deux valeurs sont compatibles, ces deux résultats sont compatibles. Donc à chaque fois qu'on vous demandera si les deux mesures que je fais sont compatibles ou pas, eh bien il faudra toujours avoir en tête ces deux dessins, visualiser les deux intervalles et regarder si ces deux intervalles partagent des valeurs communes, si elles se chevauchent. Si elles se chevauchent bien, ces résultats sont compatibles, ou alors on dit que ces résultats sont égaux aux erreurs expérimentales près. Maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'une erreur, on va essayer de voir comment on présente correctement un résultat et son erreur. Un résultat et son erreur est toujours présenté de cette manière-ci. X plus ou moins epsilon, où X est la valeur du résultat et epsilon est l'erreur de mesure. Les trois petits points qui sont ici représentent l'unité. Donc quand il y a une unité, il ne faut pas oublier de la mettre. Et ça, c'est une chose que souvent on oublie au tout début dans les TP. Sachez qu'à chaque fois que vous oubliez une unité, c'est un demi-point en moins. Donc c'est quelque chose qui est très important en physique. C'est toujours, quand il y en a, présenter les résultats avec leurs unités correctes. Faites vraiment très attention à ça aussi parce que, à nouveau à l'examen ou à l'interro, si vous oubliez l'unité, on considère que l'entièreté de votre résultat est mauvais parce qu'un résultat sans unité, ça ne veut vraiment rien dire. Alors, une fois qu'on a obtenu ça, une fois qu'on sait ça, vous allez voir que epsilon, parfois on l'obtient via des calculs, et donc parfois on peut obtenir un epsilon avec énormément de chiffres après la virgule. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a du sens de mettre tous les chiffres après la virgule pour epsilon, ou est-ce que ça n'a pas de sens? Et la réponse, c'est évidemment que ça n'a pas de sens de mettre plein de chiffres après la virgule. Et donc, pour déterminer quel est le nombre de chiffres qu'on va garder après la virgule, on va utiliser une convention que je vais vous présenter ici, et qui dépend justement de l'erreur. Quelle est cette convention? Quelle est cette règle?
c'est une règle que vous devez connaître aussi parce que sur le bout des doigts et savoir l'appliquer. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous écrivez mal un résultat, ce sera aussi un demi-point en moins dans votre rapport. Et donc il est important de comprendre et d'appliquer cette règle. Alors vous allez voir, cette règle, je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, elle paraît vraiment très compliquée. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions et on viendra vous répondre gentiment et on essaiera de vous réexpliquer la manière dont il faut appliquer cette écriture d'erreur. Donc s'il vous plaît, si vous hésitez là-dessus, posez-nous des questions au lieu de perdre bêtement des points sur votre rapport. Ok? Alors, cette règle, comment s'applique-t-elle? Elle s'applique en deux temps. Première étape, on doit arrondir l'erreur. Donc on doit arrondir le fameux epsilon. Comment on arrondit l'erreur? On l'arrondit comme ceci. On repère ce qu'on appelle le premier chiffre significatif, c'est-à-dire le premier chiffre qui est différent de 0 en partant de la gauche. Si ce chiffre est plus grand ou égal à 5, alors on ne garde qu'un chiffre significatif dans l'erreur, et on doit arrondir ce chiffre, il ne faut pas oublier d'arrondir ce chiffre en fonction du chiffre suivant. Si ce premier chiffre significatif, donc le premier chiffre à partir de la gauche, est strictement inférieur à 5, on garde deux chiffres significatifs dans l'erreur, c'est-à-dire qu'on va garder ce chiffre et le suivant, et on n'oublie pas d'arrondir. Alors vous allez voir, cette règle, évidemment, présentée comme ça, elle a l'air abstraite et compliquée, mais dès qu'on va faire plusieurs exemples, vous allez en principe bien comprendre comment on applique cette règle. Deuxième étape de la règle d'écriture, une fois que l'erreur est arrondie, eh bien, on arrondit le résultat au même rang que l'erreur, c'est-à-dire qu'on garde le même nombre de chiffres après la virgule pour le résultat que pour l'erreur. Okay. On va tout de suite voir cette règle sur un exemple, et j'espère qu'avec ça, sur plusieurs exemples, et j'espère qu'avec ça, vous allez bien comprendre comment cette règle s'applique. Premier exemple, imaginons que je fasse une mesure, et que pour la mesure, j'obtienne 4,580832, et pour l'erreur, j'obtienne 0,007804. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Première étape de la règle, je regarde l'erreur. L'erreur, qu'est-ce que je vais faire regarder sur l'erreur? Je vais regarder le premier chiffre à partir de la gauche qui est différent de 0. Là c'est 0, là c'est 0, là c'est 0. Ah, tiens, je tombe sur un 7. Ça, c'est le premier chiffre significatif. Le premier chiffre significatif en rouge ici est le 7. Si je regarde la règle, 7 est plus grand ou égal à 5. Comme il est plus grand ou égal à 5, je vais garder qu'un seul chiffre significatif dans l'erreur. Donc je ne vais garder que le 7. Mais attention, le 7 doit être arrondi par rapport au chiffre suivant, qui est le 8 ici. 8 est plus grand ou égal à 5, donc 7 doit être arrondi au chiffre supérieur. 7 va devenir 8. Et donc la bonne manière d'écrire l'erreur, c'est d'écrire comme ceci, 0,008. Une fois que l'erreur est bien arrondie, j'arrondis le résultat. J'ai 3 chiffres après la virgule pour l'erreur. Donc, pour le résultat, je vais aussi garder 3 chiffres après la virgule. Donc, je prends tous les chiffres à partir de la gauche pour le résultat et je m'arrête au troisième chiffre après la virgule. Attention, ce troisième chiffre après la virgule, je dois aussi l'arrondir correctement. Le chiffre suivant, 0, c'est 8, donc 0 doit être arrondi à l'unité supérieure, puisque 8 est plus grand ou égal à 5, donc 0 devient 1. Et donc la bonne manière d'écrire le résultat, c'est de l'écrire comme ceci, 4,581 plus ou moins 0,008. On fait un dernier check ici, j'ai 3 chiffres après la virgule, j'ai 3 chiffres ici après la virgule, donc tout est OK. J'ai un 8, 8 est plus grand que 5, donc j'ai qu'un chiffre significatif, donc l'erreur est bien mise aussi. Une fois qu'on a bien écrit les résultats, on n'oublie pas, chose importante ici, l'unité s'il y en a. S'il y a des unités, on doit les mettre juste après le résultat. Pour bien comprendre la règle encore et pour bien vous entraîner, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de résoudre ces 4 exercices. Et puis, une fois que vous avez fait ces exercices, passez à la slide suivante, on va essayer de les corriger. Corrigeons ensemble ces 4 énoncés. Premier énoncé, 254,53488 pour la valeur mesurée et une erreur de 0,043585.
Première chose que je regarde, c'est l'erreur. L'erreur, elle est ici. Cette erreur, qu'est-ce que je vais retenir de cette erreur? Je dois d'abord regarder le premier chiffre significatif. Donc je pars de la gauche et je m'arrête au premier chiffre qui est différent de 0. Le premier chiffre qui est différent de 0, ben, si je pars de la gauche, c'est 4. 4 est plus petit que 5. Comme 4 est plus petit que 5, je dois garder deux chiffres dans l'erreur. Donc je vais m'arrêter, je vais prendre 4 et je vais prendre 3. Donc je m'arrête à 3. Attention, le 3 doit être arrondi par rapport au chiffre suivant. Le chiffre suivant, c'est 5. Donc le 3 doit être arrondi à 4. Et donc pour l'erreur, je vais avoir 0,044. Une fois que j'ai déterminé le nombre de chiffres significatifs à garder dans l'erreur, je regarde où je me suis arrêté. Je me suis arrêté au rang des millièmes, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Donc pour la mesure, je vais aussi prendre tous les chiffres et m'arrêter jusqu'à 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire jusqu'au millième. Donc je vais m'arrêter, je prends tous les chiffres à partir de la gauche et je m'arrête au rang des millièmes, c'est-à-dire à 4. Attention, 4 doit être arrondi par rapport au chiffre suivant. Le chiffre suivant est plus grand que 5, 8 est plus grand que 5, donc 4 va être arrondi à l'unité suivante. Donc 4 va devenir 5. Donc je vais avoir 254,535. Et donc la bonne manière d'écrire le résultat, pour le premier exemple, c'est de dire que j'ai 254,535 plus ou moins 0,044. Et je n'oublie pas, s'il y en a, de mettre les unités. Deuxième exemple, 653,588, 536 et une erreur de 14,8986,7. Première chose que je regarde, l'erreur. Je dois regarder le premier chiffre significatif, c'est-à-dire le premier chiffre non nul à partir de la gauche. Le premier chiffre non nul, ben, c'est directement ici 1. 1 est plus petit que 5. Donc je dois prendre deux chiffres significatifs dans l'erreur. Je vais donc garder le 1 et le chiffre suivant qui est le 4. Attention, le dernier chiffre que je garde doit être arrondi correctement. Le chiffre après 4, c'est 8. 8 est plus grand que 5, donc 4 devient 5. Donc 4 doit être arrondi à l'unité suivante, donc j'obtiens 15 pour l'erreur. Là, vous voyez, je me suis arrêté au rang des unités, donc un chiffre avant la virgule. Donc pour x, je prends tous les chiffres à partir de la gauche, et je m'arrête aussi à un chiffre avant la virgule, c'est-à-dire à l'unité, c'est-à-dire au 3. Je n'oublie pas que le 3 doit être arrondi par rapport au chiffre suivant. Le chiffre suivant est plus grand ou égal à 5, donc le 3 va devenir 4. Et donc pour x, je vais avoir 654. Et donc ici, la bonne manière d'écrire l'erreur, c'est de dire que j'ai 654 plus ou moins 15. Troisième exemple, 148 532,253 avec une erreur de 6285,624. Là, qu'est-ce que je fais? Toujours la même chose, je regarde premier chiffre que je regarde, premier nombre que je regarde, c'est l'erreur. Je dois regarder le premier chiffre significatif, donc le premier chiffre à partir de la gauche qui est différent de 0. Ce chiffre, c'est 6. 6 est plus grand ou égal à 5. Donc comme il est plus grand ou égal à 5, je ne garde qu'un seul chiffre significatif dans l'erreur. Je suis ici dans les rangs des milliers, donc je vais concrètement, qu'est-ce que je vais faire ici? Je garde que le 6, et tous les chiffres après 6, que des zéros jusqu'à la virgule. Attention, je n'oublie pas d'arrondir le 6 correctement. Le chiffre après 6, c'est 2, donc 6 reste 6, puisque 2 est plus grand que 5. Et donc, si je veux écrire correctement l'erreur, ben, je garde le 6. Et tous les chiffres après 6, que des zéros, jusqu'à la virgule. Ça me donne 6000.
Pour l'erreur, je me suis arrêté au rang des milliers, 4 chiffres avant la virgule. Donc pour les résultats, je vais prendre tous les chiffres à partir de la gauche et m'arrêter au rang des milliers. Le rang des milliers, c'est 8. Tous les chiffres après 8, que des zéros. Attention, je n'oublie pas d'arrondir le 8 correctement. Le chiffre après le 8, c'est 5. 5 est plus grand ou égal à 5, donc le 8 doit être arrondi à l'unité supérieure. Je vais du coup avoir 149. Tout ce qui est après les chiffres que je garde ici, que des zéros, jusqu'à la virgule, donc je vais avoir 149 000. Donc la bonne manière d'écrire le résultat, dans notre cas, c'est 149 000, plus ou moins 6 000. Attention, je n'oublie pas, quand c'est nécessaire, d'indiquer les unités. Dernier énoncé, c'est un petit cas particulier. Je regarde à nouveau à l'erreur pour savoir le nombre de chiffres que je dois garder. Le premier chiffre non nul à partir de la gauche, c'est 1. 1 est plus petit que 5, donc je dois garder deux chiffres significatifs dans l'erreur. Je vais garder le 1 et le 9. Attention, le 9 qui est ici doit être arrondi au chiffre à l'unité supérieure, puisque le chiffre après le 9, c'est encore un 9, et 9 est plus grand que 5. Donc si j'arrondis 0,19 à l'unité supérieure, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 0,20. Et donc la bonne manière d'écrire l'erreur, c'est de dire qu'on a 0,20. Attention, c'est un cas particulier, pourquoi? Parce que le 0 qui est là, on a l'impression qu'il ne sert à rien. Mais en fait, il sert à quelque chose, puisqu'il vous permet de dire que vous êtes bien arrêté à deux chiffres après la virgule. Donc c'est important ici. Même si vous avez un 0, il faut le noter et le garder dans votre erreur pour savoir à combien de chiffres vous êtes arrêté après la virgule. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, facile, c'est toujours la même chose. J'ai ici deux chiffres après la virgule. Donc pour x, je prends tous les chiffres à partir de la gauche et je garde. Je vais jusqu'à deux chiffres après la virgule et je n'oublie pas d'arrondir le 5 par rapport à 3. 3 est plus petit que 5, donc 5 reste 5. Donc la bonne manière d'écrire x, c'est 1601,25. Et donc la bonne manière d'écrire l'erreur, dans notre cas ici, c'est de dire que j'ai 1601,25 plus ou moins 0,20. Et je n'oublie pas les unités. Alors cette règle, vous allez voir, en vous entraînant, elle devient simple et naturelle. Par contre, au début, ça peut être un peu compliqué, donc je le répète, n'hésitez pas à lever la main et à nous poser des questions durant les TP. Si vous avez du mal avec cette écriture, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Et voilà la slide récapitulative. Pour ceux qui sont un peu paresseux, ont passé la vidéo, voilà les réponses que vous êtes censés obtenir. Maintenant qu'on sait comment il faut écrire un résultat et son erreur de manière correcte, on va se demander, mais comment détermine-t-on la valeur d'une erreur? Comment détermine-t-on la valeur de epsilon? Et pour savoir comment on détermine cette valeur, eh bien, il faut savoir quel type de mesure on est en train de faire. Et il faut savoir qu'il y a deux types de mesures, la mesure directe et la mesure indirecte. Et selon qu'on soit en mesure directe ou en mesure indirecte, eh bien, le epsilon sera déterminé d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'une mesure directe? Une mesure directe, c'est le cas où l'appareil donne directement la valeur de la grandeur recherchée. Ça veut dire quoi? On va le voir via un exemple. Imaginons que je suis en train de mesurer la longueur d'un objet avec une latte. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai une mesure directe parce que la latte me donne directement la valeur qui est recherchée, c'est-à-dire la longueur de l'objet. Alors, dans le cas de la mesure directe, il y a deux sous-cas possibles. Soit vous faites une seule mesure, soit vous en faites plusieurs pour être plus précis. Et donc, dans ces deux cas-là, on détermine l'erreur de manière différente. Deuxième type de mesure possible, c'est la mesure indirecte. Dans ce cas-là, on va voir ça un peu plus précisément dans les slides suivantes avec un exemple. Dans ce cas-là, on ne peut pas mesurer la valeur directement. On n'obtient pas la valeur directement, on est obligé de passer par un calcul. Et si on passe par un calcul, là, l'erreur est aussi calculée. Concentrons-nous d'abord dans le cas de la mesure directe, et dans ces deux sous-cas, une seule mesure et plusieurs mesures.
Dans le cas de la mesure directe, parfois on peut décider de ne faire qu'une seule mesure. C'est le cas lorsque par exemple l'appareil est peu précis. Lorsque vous mesurez par exemple avec une latte au millimètre près, il est souvent peu nécessaire de refaire la mesure plusieurs fois, et donc dans ce cas-là, une seule mesure suffit. Dans le cas où vous faites une seule mesure et où la mesure est directe, l'erreur expérimentale est donnée par la précision de l'appareil. Exemple, si je mesure avec une latte à 1 mm près, eh bien l'erreur expérimentale est de 1 mm. Si je mesure par exemple la température d'une pièce avec un thermomètre qui est gradué à 1 degré Celsius près, eh bien dans ce cas-là, l'erreur est de 1 degré. Ça, c'est vraiment le cas le plus simple. Deuxième cas de figure pour les mesures directes, c'est le cas où on répète plusieurs fois la mesure et où on a des résultats. Alors vous allez voir que parfois, quand l'appareil est trop précis, eh bien on a beau mesurer la même chose, on va avoir des valeurs qui sont différentes. Alors dans ce cas-là, comment présente-t-on l'erreur et la mesure? Le résultat correspond du coup à la moyenne des résultats que vous avez obtenus. Et l'erreur est calculée comme ceci. L'erreur, ça va être la somme de deux choses. Première chose, c'est l'écart maximum entre la valeur moyenne et les résultats que vous avez obtenus. Et la deuxième partie de la somme, c'est l'erreur de précision de l'instrument, c'est-à-dire sa plus petite graduation. À nouveau, la règle paraît abstraite un petit peu, donc on va tout de suite l'appliquer sur un exemple pour que vous voyez un petit peu comment il faut faire. Alors, imaginons par exemple que je mesure une longueur L de manière hyper précise à 0,01 mm près. Je mesure plusieurs fois cette même longueur et j'obtiens des valeurs différentes. Donc par exemple 25,55 mm, puis 25,60 mm, puis 25,59 mm, etc., etc. Dans ce cas-là, comment vais-je présenter mon résultat et quelle va être mon erreur? Le résultat, ça va être la moyenne des valeurs que vous avez obtenues ici. La moyenne des valeurs que vous avez obtenues ici, c'est 25,59 mm. Ça, c'est facile. Pour calculer l'erreur, vous avez besoin de deux choses, ce fameux écart entre la moyenne et vos valeurs, et l'erreur de précision. Donc, première chose qu'on va faire, c'est calculer les écarts. Donc, on va calculer l'écart entre 25,55 et 25,59. Vous obtenez 0,04. Puis vous calculez l'écart entre 25,60 et 25,59. Vous obtenez 0,01. Puis l'écart entre 25,59 et 25,59, ça fait 0, etc., etc. Une fois que vous avez tous ces écarts, vous prenez l'écart le plus grand, le maximum des écarts que vous avez obtenus. Dans notre exemple, c'est 0,04 mm. Une fois que vous avez cet écart, vous prenez l'erreur de précision de l'instrument. Là, je vous ai dit, notre instrument est gradué à 0,01 mm près. Donc l'erreur de précision est de 0,01 mm pour l'instrument. Et donc l'erreur totale sur la mesure, ça va être le 0,04 qu'on a obtenu, auquel on additionne 0,01, ce qui donne 0,05 mm. Et donc dans ce cas de mesure, dans cet exemple précis, la bonne manière d'écrire le résultat, c'est de dire que j'ai une erreur de 0,05 mm et une moyenne ou un résultat de 25,59, et je n'oublie pas les unités en millimètres ici. Passons maintenant au cas de la mesure indirecte, c'est le cas où on doit passer par un calcul pour avoir la valeur qui nous intéresse. Et je vous préviens, ça va être le cas le plus compliqué et le cas où vous allez devoir faire le plus de calculs. Et on va faire intervenir ces fameuses dérivées partielles que je vous ai déjà présentées. Alors, un exemple tout de suite de mesure indirecte, et c'est un exemple que vous allez appliquer au premier TP. Donc, imaginons que je veuille mesurer le volume d'un cube. Un moyen simple de mesurer le volume d'un cube, c'est de faire quoi? C'est de mesurer un des côtés, et ensuite d'élever au cube ce côté, ce qui vous permet d'avoir le volume. Donc, imaginons que je prenne un cube, je mesure un des côtés avec un instrument qui est gradué à 1 mm près, et je fais la mesure et j'obtiens 5,10 cm. Facile, pour avoir le volume, vous faites 5,10 au cube et vous obtenez 132,651 cm3.
La question qui est par contre moins évidente, c'est celle-ci. Sachant que j'ai une erreur de 0,10 cm sur la longueur du cube, quelle erreur vais-je avoir sur son volume? Donc, autrement dit, à quel point vous êtes certain que le volume vaut 132,651 cm3, ou autrement dit, quel est l'intervalle d'erreur sur ce volume? Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose d'évident parce que la formule qu'on va utiliser, c'est cette formule-ci. Pour la connaître, l'erreur sur le volume, on va devoir dériver partiellement le volume par rapport à son côté, et on va devoir multiplier par l'erreur du côté. Alors cette formule, elle a l'air de provenir de nulle part, donc je vais essayer de vous donner une intuition d'où elle vient. Il faudra quand même croire sur parole sur certaines choses. Et puis le principal, en tout cas dans les TP de physique, ça va être de savoir comment on applique cette formule. Alors d'abord, comment intuitivement, on va essayer de comprendre l'intervalle d'erreur qu'on a sur le volume. Alors, le meilleur moyen de le comprendre intuitivement, c'est de tracer un graphique. Donc on va essayer de tracer un graphique du volume du cube en fonction de la longueur de son côté. Et en principe, le graphique que vous devez obtenir, c'est un graphique de type x cube ou c cube, puisque le volume, c'est le côté élevé au cube. Et vous savez que dans la partie positive, x cube, ça ressemble à ceci. Alors moi, qu'est-ce que j'ai mesuré? J'ai mesuré une longueur de 5,10 cm, et ce graphique, il est assez utile. Pourquoi? Il me permet de voir que si j'ai mesuré une longueur de 5,10 cm, eh bien, en regardant l'ordonnée correspondante de la courbe, je sais que le volume est de 132,651 cm3. C'est à ça que me sert mon graphique en bleu. Qu'est-ce que je sais sur le côté? Je sais sur le côté que mon erreur est de 0,10 cm. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie concrètement que je suis sûr que le résultat que la véritable longueur du cube est comprise entre 5,10 moins 0,10 et 5,10 plus ou moins 0,10. C'est-à-dire que je suis sûr que la véritable longueur du cube, dans mon exemple, est comprise entre 5 cm et 5,20 cm. Et donc vous voyez que grâce au graphique, si je sais que ma longueur est comprise entre 5 et 5,20, eh bien, si je reporte les ordonnées correspondantes, je vais pouvoir, au moins visuellement, voir que mon volume est censé être compris dans cet intervalle que je suis en train de vous montrer. C'est vraiment ça l'idée du calcul d'erreur, c'est de se dire, sachant que je suis sûr que la véritable valeur est là-dedans, eh bien, grâce à un graphique comme ceci, je peux être sûr que mon volume est compris là-dedans. Alors, on va complexifier un petit peu l'affaire. L'idée ici, ça va être de faire quoi? Ça va être d'approximer notre courbe par sa tangente. Alors on fait ça parce que quand on passe à plusieurs variables, c'est plus facile de parler en termes de tangente. Mais donc l'idée ici, ça va être de faire quoi? Ça va être de dire que si mon erreur est assez petite, eh bien je peux considérer que la portion du graphe en bleu ressemble très très fort à sa tangente en orange. Et donc au lieu de calculer la véritable intervalle comme on l'a fait tout à l'heure, on va calculer l'intervalle à partir de cette tangente. Et donc, au lieu de calculer l'intervalle à partir de la courbe en bleu, on va calculer l'intervalle de la courbe en orange. Et la courbe en orange, comme c'est une droite et qu'on connaît la pente de la tangente, eh bien, on connaît l'équation de cette droite en orange qui est donnée par ceci. Ce qui est important à comprendre, vraiment au niveau de l'idée, c'est de se dire que vraiment, si l'erreur est petite, alors je peux assimiler la véritable courbe en bleu à une tangente. Et donc, du coup, je fais intervenir la pente de la tangente dans mon calcul, et si je fais intervenir la pente de la tangente dans mon calcul, donc au final, l'erreur va être donnée par cette formule-là, et il y a une dérivée ici, parce que j'approxime ma fonction par rapport à une pente. Alors ça, c'était les idées. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas très grave. Ce qui est important à comprendre et à appliquer, c'est cette formule-là. Alors comment on l'applique? On l'applique comme ceci. Je vous rappelle nos données, donc on a un cube dont l'un des côtés vaut, la longueur d'un côté vaut 5,10 cm. Je veux calculer le volume, et je sais que la formule du volume, c'est V est égal à C au cube, donc le côté au cube. Donc pour appliquer cette formule, qu'est-ce que je dois d'abord faire? Je dois dériver
la fonction v par rapport à c. Si je dérive la fonction v par rapport à c, dériver v par rapport à c, c'est dériver c au cube. Et dériver c au cube par rapport à c, c'est comme si vous dériviez x cube, ça donne 3c carré. Une fois que la dérivée est faite, eh bien, je remplace la dérivée par la formule que j'ai obtenue ici, 3c carré, et j'évalue cette dérivée en 5,10. Donc, j'ai obtenu une longueur de 5,10, je remplace c par 5,10, j'obtiens 78,03. Donc, vous avez la valeur de cette dérivée. Une fois que j'ai la valeur de cette dérivée, j'applique la formule. L'erreur, ça va être la dérivée fois l'erreur sur c. Donc, l'erreur sur le volume, ça va être 78,03 fois l'erreur sur la longueur du cube est égale à 0,10 et ça me donne 7,803 cm3. Alors la procédure vous paraît sûrement un peu abstraite, vous n'arrivez pas encore bien à saisir les choses, donc ne vous inquiétez pas, durant le TP, on sera là pour vous réexpliquer les choses table par table pour que vous compreniez bien comment on applique cette formule. Et donc au final, j'obtiens ceci, j'obtiens dans mon exemple que l'erreur sur le volume est de 8 cm3, et donc si j'applique bien les règles d'arrondi, je dois écrire mon résultat comme ceci, 133 plus ou moins 8 cm3. Et donc si on généralise un petit peu les choses, lorsque vous faites une mesure indirecte, qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez une quantité x, et ce qui vous intéresse, c'est une fonction de x, c'est-à-dire f de x. Et donc, de manière générale, l'erreur sur cette fonction, l'erreur sur f de x, va vous être donnée par cette formule-ci, la dérivée de f par rapport à x évaluée en la valeur que vous avez mesurée, x0, fois l'erreur de x. À nouveau, probablement que cette formule vous paraît un peu compliquée à appliquer. Donc, à nouveau, ne vous inquiétez pas, ne vous paniquez pas, on vous expliquera ça de manière plus détaillée et de manière plus lente. Plus compliqué encore, donc imaginons maintenant que la mesure qui vous intéresse ou le résultat qui vous intéresse dépend de plusieurs quantités différentes, de plusieurs mesures différentes. Donc imaginons que ce qui m'intéresse c'est la quantité U qui dépend des mesures x1, x2, x3. Dans ce cas-là, quelle va être l'erreur sur U? L'erreur va être une généralisation de la formule précédente qui est donnée par cette formule-ci. L'erreur sur U, ça va être la dérivée partielle de f par rapport à x1 fois l'erreur de x1, plus la dérivée partielle de f par rapport à x2 fois l'erreur de x2, etc., etc. Alors, à nouveau, la formule vous paraît probablement horriblement compliquée, et donc ne vous inquiétez pas, on va essayer de l'appliquer dans des exemples durant le TP. Et ce que je vais m'intéresser ici dans cette introduction, c'est de ne pas appliquer cette formule-là de manière générale, parce que sinon votre cerveau ici va exploser. Je pense que ça fait déjà pas mal de temps que vous écoutez la vidéo. Ce qui va surtout m'intéresser ici dans cette introduction, c'est la notion de dérivée partielle qu'on a déjà introduite dans la vidéo de rappel sur les maths. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que vous compreniez à nouveau ce que c'est qu'une dérivée partielle pour pouvoir l'appliquer. Alors je vous rappelle, la dérivée partielle c'est quoi? La dérivée partielle de f par rapport à x1, c'est quoi? C'est considérer que x1 est la variable et que tout ce qui est différent de x1 peut être vu comme une constante. Et donc pour bien se rappeler de cette notion de dérivée partielle, qu'est-ce qu'on va faire à nouveau? On va essayer de faire des dérivées partielles sur des exemples. Et donc avant de regarder les solutions sur votre gauche, regardez bien les fonctions qui sont sur la droite. Je vous donne 3 exemples de fonctions. F de AB qui dépend de A fois B, F de AB qui dépend de A plus B carré, et F de AB qui dépend de cosinus de A sur B. Mettez en pause la vidéo, essayez de faire des dérivées partielles de ces fonctions par rapport à A et par rapport à B, et une fois que vous les avez faites, suivez le corrigé qui sera sur la slide suivante. Première fonction dont on doit s'occuper, c'est F de AB est égal à A fois B. Donc on va d'abord s'intéresser à la dérivée partielle de cette fonction, et donc on va par rapport à A, et donc on va essayer de dériver A fois B par rapport à A. Alors si vous vous souvenez bien des dérivées partielles, qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? On doit regarder d'abord par rapport à quelle variable on dérive. Je dérive par rapport à A, et je regarde où A intervient dans ma formule. A va donc jouer le rôle habituel de X, c'est A qui va jouer le rôle de variable.
tout ce qui est différent de A peut être vu comme une constante. Donc B peut être vu comme une constante. Ok? Alors si vous n'êtes pas à l'aise, ce que je vous avais dit, c'est que vous pouvez prendre une feuille de brouillon. Et donc vous prenez une feuille de brouillon. Et donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce concept de qu'est-ce que ça veut dire une variable, une lettre qui peut être vue comme une constante, eh bien si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous remplacez tout ce qui est différent de A par une constante. Donc dans notre exemple, on va remplacer tout ce qui est différent de A, c'est-à-dire B, par une constante. Vous remplacez par exemple du coup B par la variable qui vous intéresse, par le nombre qui vous intéresse. Donc par exemple, on peut remplacer B par 3. Ensuite, une fois que vous faites ça, essayez de dériver. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec la lettre A, vous remplacez bêtement A par X. Okay? Donc ce qui revient à faire ici, dans notre exemple, c'est quoi? C'est de dériver X fois 3. Et dériver X fois 3, en principe, vous avez l'habitude, parce que vous savez que 3 est une constante. J'ai une constante fois une fonction. Et donc, si j'ai une constante fois une fonction, eh bien la constante peut sortir de la dérivée. Je vais du coup avoir 3 fois la dérivée de A par rapport à A. Dérivée de A par rapport à A, c'est comme si vous dériviez X par rapport à X. Dérivée de X, on sait que ça fait 1. Et ça, du coup, ça fait 3 fois 1. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc vous voyez, dans ce cas-là, en principe, dérivée de 3 fois A, ça donne 3. Et donc, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne pour un nombre en particulier, on essaye maintenant de le faire de manière générale. Si B est une constante, qu'est-ce qui se passe? B, c'est une constante fois une fonction. Et donc, comme j'ai une constante multipliée par une fonction, cette constante peut sortir de la dérivée. Et donc, je vais avoir B fois la dérivée de A par rapport à A. Dérivée de A par rapport à A, c'est comme en dessous. Dérivée de X par rapport à X, c'est 1. Donc dérivée de A par rapport à A, ça va faire 1 aussi. Je vais du coup avoir B fois 1. Et donc B fois 1, ça donne B. Si vous avez bien compris ça, vous savez maintenant dériver par rapport à B la même fonction. Dériver par rapport à B la même fonction, qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde d'abord par rapport à quelle variable je dérive. Je dérive par rapport à B. En rouge comme ceci. Si je dérive par rapport à B, ça veut dire que B va jouer le rôle de X. Et tout ce qui est différent de X peut être vu comme une constante. Donc A peut être vu comme une constante. À nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise, vous refaites ça étape par étape sur une feuille de brouillon. Remplacez A par un nombre, remplacez B par X si vous le voulez. Et essayez de dériver. Et vous allez voir que finalement, ça revient à dériver quoi? Une constante fois une fonction. Donc la constante peut sortir de la dérivée. Si la constante peut sortir de la dérivée, eh bien je peux mettre le A en évidence. Et ce qui va me rester à l'intérieur de la dérivée, c'est B. Dérivée de B par rapport à B, c'est comme si on dérivait X par rapport à X. Ça va me donner 1. Et donc, je vais avoir A fois 1, et A fois 1, ça donne A. Donc, dérivée de A, B par rapport à B, ça vous donne A. Deuxième fonction possible, deuxième exemple, A plus B carré. Donc, on va d'abord dériver cette fonction par rapport à A. Et donc, je dois dériver A plus B carré par rapport à A. Première étape, je regarde par rapport à quelle dérivée, par rapport à quelle variable, je dérive. Je dérive par rapport à A est ici. Et tout ce qui est différent de A peut être vu comme une constante. Autrement dit, dans notre exemple ici, B peut être vu comme une constante. Alors à nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez ça, vous prenez une feuille de brouillon, et vous recopiez la fonction. A, c'est ma variable, donc A, je recopie A, tel quel. Et tout ce qui est différent de A peut être remplacé par un nombre. Donc B, je peux par exemple le remplacer par un nombre
4. Et comme il y a un carré, ben, je recopie le carré. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec le a, vous remplacez a par un x, et ça revient du coup à dériver x plus 4 au carré. Et ça, en principe, vous savez dériver ça facilement. Si je dois dériver x ou a plus 4 au carré, eh bien j'ai une somme, donc je sais que ma dérivée va se distribuer sur la somme. Et donc du coup, je vais devoir dériver a, et je vais devoir dériver 4 au carré. Dériver a par rapport à a, ben, ça on l'a vu juste dans l'exemple précédent, ça vous donne 1. C'est comme si on dérivait x par rapport à x, ça nous donne 1. Dériver 4 au carré par rapport à a, ben, quand vous dériviez une constante, quand vous dériviez un nombre, ben, vous vous souvenez que cette dérivée donnait 0. Et donc au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 plus 0, ce qui me donne 1. Ok? Une fois qu'on a compris cet exemple où j'ai remplacé b par un nombre, on essaye de le faire de manière générale. Si je dois dériver a plus b au carré, ben, je regarde l'étape qui était ici, je dois distribuer la dérivée sur chacun des termes. Donc je vais distribuer la dérivée sur le terme a et sur le terme b carré. Dérivée de a par rapport à a, qu'est-ce que ça donne? Ben, dérivée de a par rapport à a, c'est comme si on dérivait x, c'est ce qu'il y avait ici, ça vous donne 1. Dérivée b carré par rapport à a, qu'est-ce que ça donne? Ben, b est un nombre. Donc si j'élève b au carré, j'élève un nombre au carré, donc b carré va rester aussi un nombre. Dériver un nombre, ben, ça me donne 0. Donc dérivée de b carré, ça donne 0. Et donc au final j'ai 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Okay. J'espère que l'exemple est assez clair pour vous. En tout cas, si c'est assez clair pour vous, vous êtes capable en principe de dériver par rapport à b, cette fois-ci, a plus b au carré. Alors, première étape, toujours, on regarde par rapport à quoi on dérive. On dérive par rapport à b. B se retrouve ici. Tout ce qui est différent de b peut être vu comme une constante. Donc, autrement dit, a peut être vu comme une constante. Si je dérive cette fonction-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, à nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à remplacer a par un nombre et à essayer de dériver ce cas particulier. Moi, je vais tout de suite le faire de manière générale. En principe, si vous avez compris ce qu'on fait au-dessus, vous aurez compris ce qu'on fait en dessous. Si je dérive une somme, bien la dérivée va se distribuer sur la somme, et donc je vais devoir dériver a, et je devais additionner à ça la dérivée de b carré. Je vous rappelle qu'on est en train de dériver par rapport à b, et donc tout ce qui est différent de b peut être vu comme une constante. Donc a peut être vu comme un nombre. Ben, dans le premier terme, ça revient à dériver juste un nombre. Si je dérive un nombre, j'obtiens 0. Pour le second terme, ben, je dérive par rapport à b le terme b carré, donc b va jouer le rôle de x. Donc tout se passe comme si vous deviez dériver x carré. Dériver x carré, ben, ça donne 2x, donc dériver b carré, ça donne 2b. Et donc ce que j'obtiens ici, c'est 0 plus 2b, et 0 plus 2b, ça donne 2b. Dernier exemple, le plus difficile, cosinus de a sur b. Je vais d'abord dériver par rapport à a, cosinus de a sur b. Alors je ne vais plus passer par la feuille de brouillon, donc je vous conseille, si vous avez du mal, à nouveau de passer par la feuille de brouillon. Je vais essayer de faire la dérivée de manière générale directement. Donc je regarde par rapport à quoi je dérive. Je dérive par rapport à a. A va donc jouer le rôle de x. Tout ce qui est différent de x peut être vu comme un nombre, donc b peut être vu comme un nombre. Donc tout se passe comme si on dérivait cosinus de x sur un nombre. Alors là, vous avez en fait des fonctions imbriquées. Vous avez a sur quelque chose qui est imbriqué dans la fonction cosinus. Donc vous avez une composition de fonctions. Et on se souvient que pour dériver une composition de fonctions, qu'est-ce qu'on fait? On dérive d'abord la fonction extérieure, et puis on la multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc, non, on dérive la fonction extérieure, j'espère que j'ai bien dit ça, on dérive la fonction extérieure, et puis on multiplie par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, si je dérive cosinus de a sur b, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord dériver cosinus.
Dérivée de cosinus, on se rappelle, ça donne moins sinus. Donc je vais avoir moins sinus de quelque chose, auquel je dois multiplier la dérivée de ce qu'il y avait à l'intérieur du cosinus. Je dois dériver par rapport à A ce qu'il y avait à l'intérieur du cosinus. Donc je dois dériver A sur B. Et à l'intérieur du sinus ici, je recopie ce qu'il y avait à l'intérieur du cosinus, c'est-à-dire B sur A. Il me reste encore une dérivée à faire. Dérivons A sur B par rapport à A. Je vous rappelle, on est en train de dériver par rapport à A. Donc, A joue le rôle de x. Tout ce qui est différent de x peut être vu comme une constante. Quand j'ai x sur un nombre, eh bien ce nombre peut sortir de la dérivée. J'ai A sur un nombre, donc le nombre B peut sortir de la dérivée. Donc B qui est ici peut sortir de la dérivée. Je vais du coup avoir 1 sur B fois dérivée de ce qui reste à l'intérieur, c'est-à-dire A. Donc si je recopie ça bien, j'ai moins sinus de A sur B fois 1 sur B fois dérivée de par rapport à A de ce qui reste à l'intérieur, c'est-à-dire A. Dérivée de A par rapport à A, ça, vous êtes habitué, c'est comme si on dérivait x. On obtient 1, et donc au final, j'ai moins sinus de A sur B fois 1 sur B. Okay. À nouveau, je le répète, si vous avez du mal, n'hésitez pas à prendre une feuille de brouillon et à remplacer B par un nombre, ça facilitera un petit peu plus votre compréhension en principe. Dérivée par rapport à B maintenant, de cosinus de A sur B. C'est la dérivée la plus difficile. Donc, première chose que je vais essayer de faire, c'est regarder par rapport à quelle variable je dérive. Cette fois-ci, c'est B. Donc, c'est B qui va jouer le rôle de x. Et donc, ici, tout se passe comme si je dérivais cosinus d'une constante sur x. Si vous sentez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à passer par une feuille de brouillon. Je vais directement faire ici la dérivée de manière générale. Je dois dériver cosinus de quelque chose. Donc j'ai encore une imbrication de fonction. J'ai A sur B qui est imbriqué dans la fonction cosinus. Donc je vais d'abord dériver la fonction qui est extérieure. Si je dérive cosinus, c'était un peu ce qu'on avait au-dessus. Si je dérive cosinus, j'obtiens moins sinus de quelque chose, auquel je vais devoir dériver par rapport à B la fonction A sur B. Et je n'oublie pas de recopier à l'intérieur du sinus la fonction compliquée qu'il y avait dedans, c'est-à-dire A sur B. Il ne me reste plus qu'à dériver par rapport à B la fonction A sur B. Donc A est une constante et B est vu comme une variable cette fois-ci. Et donc, à nouveau, si vous avez du mal, prenez une feuille de brouillon et essayez de dériver ce truc. Une manière facile de dériver ce truc, c'est de dire que A sur B, je recopie ce qu'il y avait devant, A sur B peut s'écrire sous la forme de A fois B exposant moins 1. Et donc, là, on voit tout de suite que j'ai une constante fois une fonction. Donc la constante A, elle peut sortir de la dérivée. Et ce qu'il me reste à l'intérieur, je recopie toujours le tout. Ce qui me reste à l'intérieur, c'est B exposant moins 1. Dériver x exposant moins 1, vous savez le faire. Ça donne moins 1 fois x exposant moins 2. Donc pour B, ça va donner moins B fois x exposant moins 2. C'est la dérivée de x exposant n que je suis en train d'appliquer. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste au final? Moins par moins ici, ça donne plus. Donc il va me rester sinus de A sur B fois A fois B exposant moins 2. Et ça vous donne la dérivée finale qui était la plus compliquée. Donc je le répète à nouveau, des dérivées partielles, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour vous. Donc n'hésitez pas à vous exercer. N'hésitez pas non plus, si vous avez des problèmes avec cette notion ou des problèmes au niveau des calculs, de lever la main durant le TP et de nous demander de l'aide. On essaiera d'y répondre comme on peut. Alors voici un exemple d'application sur comment on applique la formule d'une erreur d'une mesure indirecte. Je vous laisse la lire et essayer de la faire par vous-même. Si vous ne la comprenez pas, n'hésitez pas à nous poser des questions en TP. Je passe cette partie parce que sinon l'introduction va devenir beaucoup trop longue, vous allez vous endormir si ce n'est déjà fait de votre PC. Dernière notion qui est l'erreur relative, c'est une notion facile. Donc imaginons que je fasse une mesure et j'obtiens une mesure x et l'erreur sur la mesure est epsilon. Eh bien l'erreur relative est tout simplement définie comme
epsilon divisé par x. Cette erreur relative, comme vous pouvez le voir, elle est sans unité, puisque l'erreur a toujours la même unité que sa mesure. Et donc, unité ici sur unité ici, ça se simplifie. Donc, l'erreur relative est sans unité. Et donc, si vous préférez, vous pouvez aussi l'exprimer en pourcents. Exemple d'erreur relative facile à calculer. Imaginons que je mesure un objet et que j'obtienne 25 mm et que j'ai mesuré ça avec une latte graduée à 1 mm près. Et donc, si mon erreur est de 1 mm, eh bien, l'erreur relative, ça va être simplement 1 divisé par 25. 1 divisé par 25, ça donne 0,04. Et si on veut mettre ça en pourcents, on fait fois 100. Ça donne du coup 4% dans cet exemple. Dernière partie de la présentation, la plus courte. Quelles sont les manips que vous allez faire au premier TP? Et pour être honnête avec vous, vous allez voir que ces manips ne sont pas du tout passionnantes. Elles sont très simples. Et en fait, elles illustrent juste le calcul d'erreur. Et c'est surtout le calcul d'erreur et la manipulation des graphiques qui va être importante dans ce TP. Donc, de quel matériel disposez-vous? Le but de la manip, ça va être de mesurer le volume de ce parallélépipède et de mesurer la longueur, la plus grande longueur de cette plaque en aluminium. Et pour cela, vous disposez d'un super gros outil technologique qui est la latte graduée au millimètre, que vous connaissez bien, depuis le secondaire ou depuis le primaire. Deuxième outil qui va vous permettre aussi de mesurer volume et longueur, ça va être le pied à coulisse. Le pied à coulisse, c'est une latte perfectionnée qui vous permet de mesurer les longueurs de manière plus précise, à 1/100 de millimètre près. Et on va voir dans la slide suivante comment on mesure avec un pied de coulisse. Cette année, nouveauté, le pied à coulisse est digital, donc il est beaucoup plus facile de mesurer des longueurs cette année que les années précédentes où le pied à coulisse était... Alors, comment fait-on pour mesurer une longueur avec le pied à coulisse? Imaginons que ce qui m'intéresse, c'est la longueur de ce parallélépipède. Pour mesurer la longueur, rien de plus simple, on prend le pied à coulisse et on l'allume d'abord. On fait en sorte que les deux mâchoires qui sont ici soient bien l'un contre l'autre, comme ceci. Et quand les deux mâchoires sont bien l'une contre l'autre, eh bien, le pied à coulisse est censé indiquer 0, donc on appuie sur ce bouton pour bien le mettre à 0. Ensuite, il suffit de réouvrir le pied à coulisse et ensuite de serrer les deux mâchoires contre la longueur qui vous intéresse. Et ensuite, il suffit tout simplement de lire la longueur associée ici, qui est de 50,24 mm. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton rouge pour éteindre le pied à coulisse. Donc, faites gaffe par rapport à vos notes. Il y a deux grosses différences majeures par rapport au syllabus. Donc, le syllabus que vous avez, c'est le syllabus dans l'année précédente. On n'a pas eu le temps, durant l'année passée, de pouvoir mettre le syllabus à jour. Et donc, il y a deux gros changements par rapport au protocole expérimental du jour que vous allez devoir tenir et prendre en compte. La première chose, c'est quoi? C'est que le pied à coulisse que vous utilisez est un pied à coulisse digital. Et donc, bonne nouvelle, ça va être beaucoup plus facile que les années précédentes de mesurer des longueurs avec le pied à coulisse. Donc, dans l'introduction, vous n'êtes pas obligé de lire tout ce qui est associé au pied à coulisse, parce que dans le syllabus des années précédentes, on expliquait comment il fallait mesurer un pied avec un pied à coulisse qui est analogique. Deuxième chose importante, c'est votre protocole expérimental. Donc là, vous pouvez prendre carrément votre syllabus et vous mettre sur le protocole expérimental. Dans la partie erreur, dans la dernière partie, on vous demandait avant de mesurer l'épaisseur d'une plaque à l'aide d'un pied à coulisse et du compas palmaire. Cette année, on ne vous demande pas de mesurer l'épaisseur de la plaque, mais de mesurer la plus grande longueur. Et on vous demande d'utiliser le pied à coulisse, mais non plus le compas palmaire, mais d'utiliser bêtement votre latte. Okay, donc faites attention à cette partie-là. Modifiez cette partie, il faut mesurer la plus grande longueur au lieu de l'épaisseur, et il faut la mesurer à l'aide d'une latte et non pas d'un compas palmaire. Alors quelques consignes avant le jour J. Première chose, c'est que durant le TP, tout ce qui est longueur, il est conseillé de l'exprimer en millimètres. Donc dès que vous faites des mesures de longueur, exprimez-les en millimètres, ça va faciliter vos calculs pour ce TP-ci. Je vous rappelle que les TP se réalisent par table de 3,
et que une fois que vous êtes installé à une table, votre numéro de table est permanent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la composition des tables et le numéro de table est permanent tout le long de l'année et que donc vous garderez cette composition et ce numéro tout au long de l'année. Chaque étudiant doit rendre un rapport de TP en fin de séance, donc il est important que même si vous travaillez par table de 3, que chaque étudiant de la table rende un rapport. Par contre, je vous rappelle que l'assistant ne corrige qu'un rapport sur 3. Je vous l'ai déjà assez dit pendant l'intro TP et pendant cette présentation-ci. Vous êtes encadré à chaque fois par 3 personnes par après-midi. Vous serez moins nombreux que d'habitude, donc il ne faut pas hésiter à en profiter. Dès que vous avez une question ou une hésitation, n'hésitez pas à lever la main et à nous poser des questions. On essaiera d'y répondre du mieux que l'on peut. Je vous rappelle aussi qu'il y a un règlement de labo, qu'il est disponible sur Moodle, et donc n'oubliez pas de le lire pour savoir quelles sont les consignes et quelles sont les règles qui régissent les TP et les examens. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage pour ce premier TP. Je vous ai dit, hein, cette introduction était longue, mais c'est la plus longue de toutes, donc normalement, en principe, les prochaines intros seront moins longues. Et donc, je vous souhaite bon courage pour ce premier TP.